Bonjour à toutes et à tous, je vous fais cette petite vidéo facecam parce que malheureusement on a eu un souci de caméra sur cette interview. Donc exceptionnellement on n'aura qu'un seul plan, mais normalement ça vous empêchera pas d'apprécier la qualité des propos de Niena qui est intervenue dans notre épisode sur le polyamour. Donc dès maintenant je vous laisse avec cette présentation, je vous souhaite un très bel épisode et surtout abonnez-vous. Du coup, moi, je m'appelle Niena, ou Niena Louis. En vrai, c'est au choix, hein, les gens choisissent, c'est tout. Donc voilà, donc moi, c'est Niena, et je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. En fait, je prends en charge, en thérapie de couple, tous les types de schémas relationnels. Donc c'est pour ça que je rajoute. Je fais aussi plein d'autres choses. Je fais des interventions en milieu scolaire pour parler de LGBT-phobie, de sexisme, de consentement dans les relations sexuelles. Donc je fais ça avec une association. Et j'écris aussi bénévolement dans un magazine féministe qui parle aussi de sexologie, sexualité. Ça fait beaucoup. Et je suis aussi sur Instagram, du coup, où là, je crée du contenu pédagogique qui va plus être centré sur la communauté queer. Et en fait, plein de thématiques liées à la communauté queer. C'est un peu du contenu par et pour les personnes queer. Mais il y a des personnes cis qui se ramènent et ça se passe bien. Elles apprennent des choses, donc voilà. Depuis l'année dernière, tu es sexothérapeute certifiée. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette voie-là? En fait, c'est un peu comme un éclair qui m'est apparu. Parce qu'en fait, depuis que je suis petite, je suis très intéressée par toutes les choses sexuelles. Donc en fait, ma mère, elle me répète souvent que quand j'avais 4 ans, c'est super gênant, mais quand j'avais 4 ans, je savais que j'avais un clitoris en fait, du coup. Okay. Parce que ma mère est infirmière et donc en fait, elle m'expliquait mon anatomie de façon très décomplexée, sans tabou. Et en fait, comme j'aimais beaucoup le mot clitoris et que je trouvais ça fabuleux d'en avoir un, je courais dans la cour de récréation et je criais à tout le monde que j'avais un clitoris. Sauf qu'en fait, comme j'étais dans une école maternelle catholique privée, en fait, ça gênait tout le monde. Et en fait, c'est venu de là. Genre, cette anecdote où j'ai vraiment toujours été intéressée par les choses sexuelles. Vraiment, il fallait que je décortique. Genre, très très jeune, je savais déjà comment on faisait les bébés dans les détails. Un peu étrange quand même pour un enfant. Mais après, j'ai mis en pause. Je sais pas, il y a une période de pause où, je sais pas, peut-être les tabous de l'adolescence par rapport aux sexualités. Mais en fait, ça m'est revenu comme un éclair il y a 1 an et demi à peu près. D'ailleurs, en même temps, plus ou moins, que j'ai pris conscience que j'étais trans. Ça se trouve, ça vient de là. Il y a 2 prises de conscience d'un coup. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais en fait, depuis que j'ai 4 ans, il faut que je sois sexothérapeute. Et ça a jailli comme un éclair. Et je me suis dit, allez, let's go. Et après, je suis devenue sexothérapeute. Ok. Et du coup, tu as décidé de te spécialiser pour les personnes, justement oui, j'ai fait une spécialisation. Enfin, j'ai décidé de me spécialiser dans la prise en charge des personnes trans et ou des travailleurs et travailleuses du sexe. C'est assez spécifique. Après, ça ne veut pas dire que je ne prends pas en charge les autres personnes. Je prends en charge tout le monde. Mais en tout cas, je suis spécialisée dans la prise en charge de ces publics spécifiques. Ouais. Pourquoi ces publics spécifiques? Alors, je pense que déjà, le fait que ce soit des personnes qui appartiennent à ma communauté, les personnes trans, en tout cas, je sais que c'est mes adelphes, je suis une personne trans. Donc le fait de prendre en charge les autres personnes trans en tant que personne trans, pour moi, ça me paraît logique. C'est aussi reprendre ce qui nous a été volé d'une certaine façon, parce qu'en fait, c'est très rare de trouver d'autres personnes trans qui nous prennent en charge, en fait. Des psychiatres trans, des endocrinologues, des gynécologues trans, ça n'existe pas. Dans le sens où c'est comme si on était obligé d'être soigné, alors que théoriquement on n'est pas malade, mais qu'on pouvait pas être de l'autre côté, en fait, être soignant, être aidant. Du coup, c'est aussi une façon de se réapproprier ce qui nous a été volé, puisqu'on a été psychiatrisé quand même, et c'est que depuis 2016, je crois, qu'on n'est plus obligé d'être stérilisé de force, en tout cas, pour pouvoir changer sa mention de sexe, par exemple, sur sa carte d'identité, et en tout cas faire des démarches administratives importantes. Donc c'est assez récent. Et du coup, c'était aussi une façon pour moi de me dire, déjà, je connais pas de sexothérapeute trans, à part moi, mais qui ait une approche qui soit queer, qui ait une approche communautaire, en fait. J'en connaissais pas. Et du coup, je me suis dit, autant la créer, déjà cette approche communautaire, parce que je la lisais nulle part, je la voyais nulle part. Je me suis dit, je vais créer une approche communautaire par et pour les personnes trans, donc déjà. Et pourquoi les TDS, pourquoi les travailleurs et travailleuses du sexe? Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes TDS dans mon entourage, du coup. J'ai été très sensibilisée à ce sujet-là, de par les personnes dans mon entourage, mais aussi, en fait, de par le fait que ce soit très lié, en fait, finalement, au vécu des personnes trans. C'est très lié au vécu des personnes trans parce que y a pas mal de personnes trans qui font du TDS pour finir les fins de mois. Enfin, je dirais pas que les personnes trans sont
sont destinées à finir TDS, mais en tout cas, les situations de vie dans lesquelles elles sont, en fait, le fait qu'elles aient des difficultés à trouver un emploi normal, puisqu'elles sont considérées comme anormales, fait que certaines personnes décident de faire du TDS par choix ou non, hein, peu importe. Et je me suis dit, ça peut être des situations qui se rejoignent. Donc, c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, une personne pas trans, du coup, une personne cis, un homme qui est TDS, par exemple, qui a un trouble de l'érection, dans son travail de TDS, ça va lui poser problème. Clairement. Si en tout cas il a besoin de pratiquer la pénétration, s'il a un trouble de l'érection, effectivement, il va avoir des soucis avec ses clients. Du coup, s'il est dans un échange économico-sexuel hétérosexuel avec ses clients, si c'est un échange économico-sexuel homosexuel, et en fait, il y a des problématiques comme ça aussi. Les femmes cisgenres qui font du TDS mais qui ont un vaginisme, par exemple, c'est une problématique. Et je me suis dit, il y a ça, déjà, c'est pas pensé. Alors, est-ce qu'on pense aux troubles spécifiques aux personnes trans? Le fait que la transition médicale, elles puissent avoir un impact sur leur travail sexuel. Du fait d'avoir une apparence physique qui change, un corps qui change, est-ce que ça a un impact dans leur travail sexuel? Et aussi de les accompagner dans ce sens-là pour que ces personnes elles se sentent mieux en fait, dans leur identité, éventuellement dans leur travail. Ok, donc c'était un souci de représentation aussi. Un souci de représentation, il fallait visibiliser ce sujet-là. Et j'ai l'impression d'être la seule personne pour le moment à avoir travaillé ce sujet-là, avoir fait un mémoire dessus et du coup à m'être spécialisée après avoir fait un travail de fond sur ça. D'accord, ok. Ok. C'est beaucoup. Hein. Oui, non, mais c'est hyper important, c'est que tu réponds à un besoin que tu as toi-même identifié, oui. parce que tu es aussi concerné directement. Ok. À côté de ça, du coup, tu proposes aussi tes services pour des personnes qui sont en situation financière précaire. Oui. Du coup, ça va dans le sens de personnes trans, TDS qui peuvent avoir des difficultés financières. Oui. Tout se suit. Ok. Ouais, alors j'ai deux façons de faire. J'ai la tarification solidaire, donc j'ai un tarif de base. Donc pour les personnes qui peuvent se payer, sont à l'aise financièrement pour une sexothérapie individuelle ou de couple, trouble. Et ensuite j'ai des tarifs dits solidaires, donc une grille tarifaire pour les personnes qui sont en précarité. Donc là c'est 2 fois moins cher. Après, j'ai aussi une cagnotte en ligne où si vraiment les personnes elles peuvent pas se permettre de payer moins cher, du coup là en fait elles peuvent avoir un accompagnement gratuit en fonction de l'argent qui est disponible dans ma cagnotte en ligne. Et ça c'est une idée qui m'est venue d'un salon de massage parisien, donc de la maison de Bergamote. Coucou mon masseur, mon masseur drag queen, parce qu'en fait il a eu l'idée en fait de mettre en place une cagnotte en ligne. Donc lui il prend en charge les personnes queer de sa propre communauté, ce qui s'est rendu compte lui aussi, en fait, que il n'y avait pas de salon de massage qui était accessible pour les personnes queer. Du coup, il a mis en place une cagnotte où il y a les gens qui font des dons. Et en fait, ensuite, quand il y a vraiment une personne qui est en précarité, du coup, il va piocher dans la cagnotte pour permettre à cette personne d'avoir accès au massage. Et du coup, moi, je fais la même chose avec l'accès aux sexothérapies et à la thérapie de couple et de trouble. Ok. On va revenir un petit peu aussi plus sur ton parcours à toi. Notamment, tu prends la parole sur les réseaux sociaux. Et on en a un peu parlé pendant l'épisode. Forcément, qui dit exposition sur les réseaux sociaux dit exposition à de la violence. Oui. Et typiquement à des discriminations du fait de ta transidentité, du polyamour, enfin tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vis et de ce que ça implique pour toi? Disons que je sais que je subissais plus de discrimination quand j'étais plus jeune, puisque les réseaux sociaux amènent son lot de pédocriminels. Je subissais plus de discrimination, en tout cas sexiste, misogyne, quand j'étais plus jeune, parce que là, il y avait de la prédation, il y avait du grooming, de l'envoi de photos non consenties aussi. Et à l'époque, c'était pas, à cette époque-là, c'était pas encore considéré comme une infraction. L'envoi de dick pic non consenti, c'est par la suite. Donc, en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose à cette époque-là. Donc, il y avait pas mal un harcèlement très, très sexiste, sexuel, sur, virtuellement. Donc, à l'époque où je pensais être une femme et aussi où j'étais perçue comme une femme. Puisque, donc, c'était surtout à cette période-là. Là, maintenant, j'ai réussi à me créer un cocon de personnes queer, d'une communauté queer. En fait, j'ai plutôt l'impression que les personnes qui n'ont pas envie d'être là, elles se désabonnent, en fait. Et puis, parce qu'en fait, c'est un contenu qui est vraiment fait pour la communauté queer. Donc, en fait, les seules personnes cisgenres, hétérosexuelles, enfin, voilà, qui sont là, en tout cas, c'est qu'elles ont vraiment envie d'être là et qu'elles sont vraiment elles ont vraiment envie de s'informer. En vrai, ça va. Après, effectivement, c'est
plus difficile les violences que je peux rencontrer, parce qu'en fait, ça va être des violences qui viennent de ma propre communauté, en fait. Donc ça va être plus complexe. Ça va être des personnes où je vais dire quelque chose qui va faire du mouvement au sein de la communauté queer, en fait, va pointer des comportements problématiques au sein de cette même communauté, et du coup, là, ça va être des personnes de ma propre communauté qui vont venir, en fait, me déranger, je vais dire ça gentiment. Et là, c'est plus complexe parce que je me dis, c'est pas n'importe quelle personne cisgenre, hétérosexuelle, mono-amoureuse, etc., qui va venir m'embêter parce que, voilà, c'est une personne qui subit aussi des choses que je subis et ça va être plus complexe. Du coup, donc dans ta prise de parole, etc., dans tout le contenu pédagogique que tu crées, on sait que tu es aussi bénévole pour... Enfin, tu écris des articles pour le Cubeur des Nouilles. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné... Enfin, quel a été l'élément déclencheur pour toutes tes prises de parole, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, à un moment donné, je vais prendre la parole plus largement? Déjà, par rapport à la visibilité en tant que polia et de personne polia, c'était parce que j'avais pas de modèle dans mon entourage. Un modèle queer avec un raisonnement queer par rapport à la polyamorie, aux relations polyamoureuses, et j'ai voulu le créer, en fait. Ce raisonnement, après, j'ai fait un peu pareil pour tout. Je me suis dit, là, il y a un truc qui me pose problème, personne n'en parle, c'est dans ma tête, donc je vais en parler. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai tissé des liens avec des personnes qui faisaient la même chose que moi, pour que du coup, en fait, on s'apprenne mutuellement des choses, et que du coup, on puisse faire un travail de fond, où en fait, on éduque sur des sujets qui reviennent beaucoup, alors on les creuse, en fait, pour aller déterrer des choses très glauques, mais voilà, disons que c'était mon existence, en fait, mon existence à moi, qui m'a motivée à écrire dessus, parce que ça me concerne. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler sur ça, je vais écrire sur ça. Et après, il y a aussi une sensibilité qui vient sur d'autres sujets qui ne me concernent pas. Et je vais aussi travailler dessus. Ok. J'ai deux dernières questions. Première de mes dernières questions, c'est tout à l'heure on parlait aussi de santé mentale dans l'épisode, etc. Et par rapport à tous les sujets que tu fais, tu l'as dit, en fait, tu cumules aussi beaucoup de choses. Oui. Comment ça va comment toi tu vas? Comment ça va au niveau de ta santé mentale? Comment tu gères? Comment tu te sens? En fait, en tant que sexothérapeute, je dirais l'obligation, en fait, non, de façon éthique, je suis censée être suivie de toute façon. Donc, moi, je suis suivie pour ma santé mentale et pour pouvoir accompagner au mieux mes clientes, en fait, ce qui me semble logique. Et moi, je suis quand même fière de me dire que, actuellement, je suis une personne dépressive, sous médication, ceci dit, voilà, je suis suivie, j'ai des clientes, etc. Donc voilà, mais je suis une personne dépressive sous médication, je suis une personne qui a un syndrome de stress post-traumatique complexe aussi, parce que j'ai vécu des traumatismes, ce qui a pu me pousser aussi à prendre la parole sur des sujets importants. Donc voilà, et en fait, je dois dealer avec ça. Et ça m'empêche clairement pas, en fait, de faire mon taf. Je me dis, peut-être il y a des personnes, elles ont besoin d'entendre que il y a des gens, ils peuvent, avec toutes ces casseroles, les casseroles, la société perçoit ça comme des casseroles, bien sûr, et moi aussi, c'est dur au quotidien, quand même, mais avec toutes ces casseroles, on peut quand même faire quelque chose, mais c'est compliqué au quotidien, tout ça. C'est pas tout beau, tout rose, parce que franchement, le fait d'être sexothérapeute, d'être militant, bénévolement en plus, de faire tout ça, c'est énormément de temps. Et en tant que personne dépressive, en fait, là, je le dis pas, mais du coup, dans ma vie quotidienne, c'est super complexe, en fait. Donc, c'est pas un espèce de truc de quand tu veux, tu peux. Non, il y a vraiment des jours où, effectivement, je suis à la ramasse, je peux pas, et je donne pas de nouvelles. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas tout beau, tout rose. Mais, en tout cas, ça peut être possible pour certaines personnes. Et puisque, moi, j'ai la capacité de le faire, je le fais. Et bravo pour ça. Merci. C'est quoi pour toi l'empowerment? Je pense que je vais rester sur ce que je disais antérieurement, le fait de pouvoir reprendre le pouvoir, en fait. De me dire, il y a quelque chose qui nous a été volé. Quand je dis nous, c'est spécifiquement surtout la communauté trans, je pense. Plutôt la communauté trans, en tout cas en ce moment c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui nous a été volé, en fait, on a été forcés, on a été vachement malmenés, en fait. Du coup je me dis, l'empowerment, dans ma façon en tout cas de concevoir les choses, moi c'est pouvoir reprendre ce pouvoir qui a le monopole des personnes cis, en fait.
Je dis, bah non, c'est pas le monopole des personnes cis. Les personnes qui devraient prendre en charge les personnes trans, ça devrait être les personnes trans. Et est-ce que tu as un dernier petit mot pour toutes les personnes qui nous voient et qui nous entendent aujourd'hui? Bah, je pense que j'ai quand même un mot à dire aux jeunes personnes trans, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là. Il y a plus de visibilité et je pense que vraiment il faut s'en servir, il ne faut pas hésiter à se munir, enfin se prémunir autour de soi de personnes comme nous, en fait, qui nous ressemblent, d'avoir des personnalités publiques qui sont trans autour de soi sur les réseaux sociaux, qui sont bienveillantes, en fait, de ne pas hésiter à se rapprocher d'associations aussi, qui prennent en charge les personnes trans ou qui sont juste là pour faire communauté, pour créer du lien social, pour pas rester isolé, en fait. Et si bah, c'est difficile avec la famille, c'est pas grave, on peut se créer une famille de cœur, en fait, on peut se créer une seconde famille. Pour moi, ça, c'est vraiment le plus important, de se dire qu'il faut être entouré et qu'il faut pas rester isolé, qu'il faut pas rester seul. Et puis, bah, si besoin, bah, de toute façon, moi, je prends les gens. J'accompagne les gens en tant que sexothérapeute, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais en tout cas, je sais que quand on est mineur, on peut pas venir me voir. C'est pour ça que je m'adresse aux personnes mineures, de leur dire que bah, y a des lieux dédiés, des associations, que les comptes Instagram aussi de personnalités publiques, elles sont là pour leur faire du bien, pour que ces personnes elles soient représentées. Donc vraiment, faut pas hésiter aussi à aller sur Netflix et aller dans la catégorie Netflix, là, voilà, LGBT et tout. Il y a des belles représentations trans. Donc, voilà, juste perdez pas espoir, s'il vous plaît. Restez avec nous et enfin, voilà, c'est plus ce que j'ai à dire, quoi. Donc, merci beaucoup Niena pour ton témoignage, pour ta parole authentique. Merci à toutes et à tous qui nous avez regardés. N'hésitez pas à nous dire ce dont, les sujets dont vous voulez qu'on parle prochainement en commentaire, à liker, vous abonner, commenter. Et puis à très vite.